Je m'appelle Frédéric Barbaresco de la société de Thales et je vais présenter la session de cet après-midi. Donc, ce matin, on a vu beaucoup de choses sur le codage. Et donc, cet après-midi, on va voir des choses sur les algorithmes de chiffrement, sur l'avenir des télécoms vers la 5G, et puis aussi un rappel historique qui va être fait dans le troisième exposé. Donc, on va commencer par les algorithmes de chiffrement avec Anne Canto de l'INRIA sur comment concevoir un algorithme de chiffrement sûr et efficace, l'héritage de Shannon. Voilà, il y a un peu d'actualité avec la cybersécurité. Donc bonjour à tous et puis merci à Claude pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de venir ici parler pendant ce workshop sur Shannon. Donc j'imagine que pendant ces 3 jours, on a déjà vu le cas ce matin, on va beaucoup parler du fameux article de 48, et à raison, puisque l'article de 48, c'est l'article fondateur de la théorie de l'information. Mais moi, pour ma part, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre article de Shannon, celui que les cryptographes appellent en général l'article de 49. Alors, Shannon a publié plusieurs articles importants en 49. Celui que les cryptographes appellent l'article de 49, c'est celui qui s'appelle Communication Theory of Secrecy Systems. Et donc, c'est l'article qu'on peut voir, en quelque sorte, comme un article fondateur de la cryptographie, parce que c'est le premier qui définit théoriquement la notion de sécurité pour un système de chiffrement. Et ce qui va m'intéresser aussi aujourd'hui dans cet exposé, c'est une particularité de ce fameux article de 49. C'est le fait que cet article a été publié en 1949, mais en fait, cet article, c'est une version qui a été publiée en 1949, c'est une version déclassifiée d'un rapport écrit par Shannon en 1945 sur les travaux qu'il a effectués au Bell Labs pendant la guerre, dans le cadre d'un contrat avec le National Defense Research Committee, qui était le comité qui chapeautait tous les projets scientifiques pour la défense pendant la guerre. Et donc ça a une influence considérable sur cet article, parce que cet article, il a 2 grandes parties. La première partie, qui est celle qui est connue, qui est bien connue, celle qui définit la notion de sécurité des systèmes de chiffrement, et puis il a une deuxième partie, qui est consacrée aux critères de sécurité, mais cette fois-ci pour des systèmes de chiffrement qu'on aimerait utiliser en pratique, qui ont des bonnes propriétés pour être utilisés en pratique. Et ce que je vais essayer de vous montrer dans cet exposé, c'est dans quelle mesure ces principes qui sont développés par Shannon dans la deuxième partie de son article, eh bien, ce sont des principes qui sont encore complètement d'actualité. Ce sont eux qui sont utilisés et qui sous-tendent les conceptions modernes des systèmes de chiffrement les plus performants qu'on utilise actuellement. Donc, quel est l'objet du fameux article de 49 de Shannon? Ce sont les systèmes de chiffrement, donc les systèmes qui visent à protéger la confidentialité des données. Donc c'est l'objet d'origine des techniques cryptographiques et c'est encore un sujet qui est très important, bien sûr, en cryptographie aujourd'hui. Donc le contexte est très simple. Vous avez 2 protagonistes que les cryptographes ont l'habitude d'appeler Alice et Bob. Et Alice et Bob veulent s'échanger une information qui est une information sensible. Et donc comme cette information est sensible, ils souhaitent qu'il soit impossible pour une tierce personne non autorisée qui intercepte l'information qui va transiter. Il faut qu'il soit impossible pour cette tierce personne d'avoir accès au contenu de l'information qui a été échangée. Donc, pour résoudre ce problème, eh bien, Alice et Bob vont utiliser un système de chiffrement, c'est-à-dire un système qui est composé de 2 fonctions. Une fonction de chiffrement, celle qui est notée E, et une fonction de déchiffrement. Donc, Alice va appliquer la fonction de chiffrement à la donnée qu'elle veut échanger. Cette donnée brute, on l'appelle le texte clair en cryptographie. L'image du texte clair par la fonction de déchiffrement, c'est ce qu'on appelle le texte chiffré, qui va toujours être noté par un petit c. Et c'est ce texte chiffré qui transite à travers le canal, qui est un canal non sécurisé. Bob, lui, va recevoir le texte chiffré et il va lui appliquer la fonction de déchiffrement afin de retrouver le texte clair. Et bien sûr, la propriété que l'on souhaite, c'est qu'une tierce personne qui a accès au canal non sécurisé, qui donc intercepte le texte chiffré, ne puisse pas remonter au texte clair. Autrement dit, on veut qu'il soit en particulier impossible pour cette tierce personne d'appliquer la fonction de déchiffrement que Bob, lui, est capable d'appliquer. Alors l'intuition, en général, laisse penser que pour que ça soit possible, eh bien, pour qu'une tierce personne
ne puisse pas appliquer cette fonction de déchiffrement, il faut que cette fonction de déchiffrement reste secrète, qu'elle soit inconnue des tierces personnes. Or, on sait, et ça date depuis bien avant Shannon, hein, on sait que c'est complètement illusoire, que ce modèle-là, un modèle dans lequel la fonction de déchiffrement resterait secrète, est un modèle qui n'est pas du tout réaliste. En fait, on s'est rendu compte de ça dès le 19e siècle, puisque la stratégie d'à peu près toutes les armées dans le monde, pour mettre en péril tous les systèmes cryptographiques qui étaient utilisés par les différentes armées, la stratégie classique consistait, dès les premiers jours d'une bataille, à aller se saisir des livres de code de l'ennemi, parce que c'était ces livres de code qui contenaient les spécifications de cette fameuse fonction de déchiffrement. Donc une fois qu'on avait saisi le livre de code de l'ennemi, ben, c'était terminé, l'ennemi ne pouvait plus utiliser son système de cryptographie, il n'y avait plus du tout de cryptographie. Et donc l'armée française, dès le milieu du 19e siècle, s'est émue de cette situation, et en fait à l'époque, elle a contacté un linguiste éminent qui s'appelait Auguste Kerckhoffs, et lui a commandé une étude pour qu'il puisse définir les principes qui pourraient permettre à l'armée française de définir ce que serait un bon système de chiffrement à l'époque. Et Kerckhoffs est arrivé à la conclusion suivante. Donc, il a écrit un traité qui est très connu, qui s'appelle le traité de cryptographie militaire. Et ce traité mentionne les grands principes suivants, dit « Il faut que le système n'exige pas le secret et qu'il puisse sans inconvénient tomber aux mains de l'ennemi. Si l'administration veut mettre à profit tous les services que peut rendre un système de correspondance cryptographique bien combiné, elle doit absolument renoncer aux méthodes secrètes et établir en principe qu'elle n'acceptera qu'un procédé qui puisse être enseigné au grand jour dans nos écoles militaires et que nos élèves seront libres de communiquer à qui leur plaira. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si on revient sur notre petit schéma précédent, il ne faut pas que cette fonction de déchiffrement soit secrète, puisqu'il faut qu'elle puisse tomber aux mains de l'ennemi, il faut simplement qu'elle dépende de quelque chose, d'un secret bien sûr, mais quelque chose qui soit facile à changer si jamais ce secret venait à tomber aux mains de l'ennemi. Et donc on traduit ces fameux principes de Kerckhoffs en langage moderne, plus mathématique, par le fait que cette fonction de déchiffrement, elle doit être publique, à part un paramètre qu'on a l'habitude d'appeler la clé de déchiffrement, qui, elle, va être secrète et qui va être courte et facilement modifiable. Et donc, bien sûr, la fonction de chiffrement correspondant, la fonction d'Alice, va elle aussi dépendre d'une clé, une clé de chiffrement qui sera ou non la même que la clé de déchiffrement. Donc, c'est ce système-là auquel s'est intéressé Claude Shannon en se posant la question de comment fait-on pour concevoir un système de chiffrement qui vérifie ces propriétés-là et qui soit sûr. Et bien sûr, comme Claude, je crois, disait ce matin, Shannon avait cette particularité de toujours se poser les bonnes questions. Et donc, la première bonne question qu'il a posée, c'est mais qu'est-ce que ça veut dire que ce système est sûr? Quelle est une bonne définition de la sécurité? Et donc, il a pu, et ça c'est la première partie de ce fameux papier de 49, il a réussi à définir cette notion de sécurité. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, en contrepoint de cette notion de sécurité parfaite, il a aussi défini cette notion de sécurité pratique, qui est celle qu'on utilise actuellement, et qui est celle qui sous-tend la construction de tous les chiffrements modernes. Donc pour commencer, je vais vous parler un petit peu de sécurité parfaite et de la définition de Shannon. Donc, je repose la question qu'a posée Shannon. En fait, Shannon est parti du même dessin que le mien. Ça, c'est le dessin un tout petit peu modifié. C'est le dessin, la fameuse figure 1 dans le papier de Shannon, qui est la même que la figure précédente. Il y a deux petites différences, c'est qu'il rajoute toutes les hypothèses, qu'on sache bien de quoi on parle. Donc, vous voyez que le message est émis par une source. Et on suppose que l'adversaire, en plus de connaître, l'attaquant, en plus de connaître les spécifications des fonctions de chiffrement et de déchiffrement, il connaît les caractéristiques de la source. Et puis la clé qui est la même, la clé de chiffrement et de déchiffrement, elle est émise par une source qui est indépendante de la source de message. Et donc, on veut définir la sécurité du système. Donc, ça, c'est la figure qui est celle de Shannon à deux différences près. La première différence ici, c'est Alice et Bob. Le Alice et le Bob ne sont pas dans la figure de Shannon. Alice et Bob, c'est un anachronisme. Alice et Bob datent de l'introduction de la cryptographie à clé publique.
Dans la figure de Shannon, on parle d'un émetteur et d'un récepteur, pas de Alice et Bob, simplement parce que c'est seulement le jour où on a introduit la cryptographie à clé publique et la possibilité d'avoir une clé de déchiffrement et une clé de chiffrement qui ne soient pas les mêmes, qu'on a eu besoin de distinguer ce qui se passait, les deux rôles, le rôle de l'émetteur et le rôle du récepteur. Donc Alice et Bob, c'est un anachronisme de la clé publique. La deuxième différence, c'est le tigre. Alors le tigre, en fait, il n'est pas du tout de moi. Le tigre, c'est le tigre qu'ajoutait toujours Jim Massey dans ses transparents. Et Jim Massey avait toujours pour habitude, qu'il avait beaucoup travaillé avec Shannon, et il reprenait toujours la fameuse figure 1 du papier de 49, et il ajoutait toujours figure 1 de Shannon, entre parenthèses, avec tigre. Parce que le tigre permettait de voir exactement à quoi l'attaquant avait accès. Voilà, et comme j'ai eu le plaisir de travailler dans l'équipe de Jim Massey pendant un certain temps à l'ETH de Zurich, et que ce que je vais vous raconter lui doit beaucoup, parce que lui avait travaillé avec Shannon, et il faisait souvent part des discussions qu'il avait avec Shannon, j'ai tenu à mettre le petit tigre de Massey sur mes transparents aujourd'hui. Donc voilà les hypothèses dont parle Shannon, et donc la question, c'est un attaquant, donc notre tigre, il observe ce qui transite dans le canal non sécurisé, donc le texte chiffré, et il essaie de retrouver le texte clair. Donc qu'est-ce que ça veut dire que le système est sûr? Eh bien, c'est assez simple, une fois qu'on a formalisé correctement le système et qu'on part du bon modèle. Dire qu'un système est parfaitement sûr, ça veut dire que les probabilités a posteriori, c'est-à-dire une fois qu'on a observé le texte chiffré pour tous les différents messages clairs, sont les mêmes que les probabilités a priori, indépendamment de ces valeurs. Et donc, il dit même, un peu plus loin dans l'article, et donc dans ce cas, dire que cette propriété est vérifiée, c'est la même chose que dire que intercepter le message ne donne au cryptanalyste, à l'attaquant, aucune information. Donc, dit autrement, écrit en termes de probabilité, ce qu'est en train de dire, écrit avec une formule, ce qu'est en train d'écrire Shannon dans le papier de 48, il est simplement en train de dire que la probabilité que le message clair émis soit égal à petit m, sachant qu'on a observé le chiffré petit c, est la même que la probabilité que le message m soit égal à petit m, sans aucune connaissance sur ce qui a transité sur le canal. Et donc ça, c'est assez facile de voir que c'est exact, ça veut dire, ça implique en particulier que quand on regarde un message chiffré donné, ce message, eh bien, il peut être obtenu à partir de n'importe lequel des messages clairs. C'est-à-dire qu'il existe toujours une clé qui envoie n'importe lequel des messages clairs vers ce message chiffré. Et cette simple observation-là conduit Shannon à dire que ça implique qu'il y a au moins donc une clé qui transforme tout message clair vers un chiffré donné. Ça veut dire qu'il y a au moins autant de clés que de messages clairs. Et donc ça, c'est la conclusion de la première partie du papier de 49. Pour avoir une sécurité parfaite, il faut que le nombre de clés soit supérieur ou égal au nombre de textes clairs. Ce qu'il a traduit après, ce n'est pas dans le papier de 49, mais c'est plus tard, par ce que vous savez tous, à savoir, il faut que l'entropie de la clé soit supérieure ou égale à l'entropie des messages clairs. Et donc, en plus, Shannon rajoute dans cette partie un petit paragraphe qui dit, mais en fait, cette propriété de sécurité parfaite, elle est vérifiée pour au moins un système qui est bien connu. Ce système qui est bien connu, c'est le système de Vernam, le chiffrement de Vernam, ce qu'on appelle le one-time pad, le masque jetable en français, qui est plus vieux, qui remonte au téléscripteur. Donc en 1926, le système de Vernam, je pense que vous connaissez tous ça, il consiste simplement à prendre le texte clair et à ajouter symbole par symbole au texte clair une suite, une clé secrète qui est de la même longueur que le texte clair et qui correspond à une suite qui est générée aléatoirement. Et dans l'article de Vernam, donc il décrit vraiment physiquement le dispositif avec les deux bandes qui permettent de faire le chiffrement, le déchiffrement étant fait par la même machine, mais avec une soustraction au lieu d'une addition. Et le seul argument de sécurité qu'il donne sur son système, c'est celui que j'ai recopié ici. Il dit en fait, eh bien, l'armée a testé le système pour des communications entre New York et Washington. Et en fait, ce test a bien montré qu'on arrivait, grâce à ce système, à échanger des messages de façon sécurisée. Et donc, vous voyez le gap entre Vernam et Shannon. Là, ça, c'est la preuve de sécurité de Vernam. Et évidemment, Shannon, lui,
a été le premier à prouver la sécurité parfaite de ce chiffrement de Vernam, puisqu'il a simplement constaté qu'effectivement, par définition du système, le chiffré et le clair étaient statistiquement indépendants, ce qui est exactement la propriété de sécurité parfaite qu'on a recherchée. Alors le problème, c'est que une fois qu'on a ce résultat bien connu et qui est très joli sur la sécurité parfaite, eh ben, on arrive à la constatation qui est qu'en pratique, ces systèmes qui ont une sécurité parfaite, comme ils nécessitent au préalable de s'échanger une clé qui soit aussi longue que le message à chiffrer, ils sont en général inutilisables dans la pratique. Ce qui veut dire que dans la pratique, on va ne pouvoir utiliser que des systèmes dont la sécurité n'est pas parfaite. D'accord ? Autrement dit, tous les systèmes qu'on va utiliser dans la pratique, ils ne sont pas comme ça. Ils ont une clé qui va être plus courte que le message à chiffrer. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous observez, que vous interceptez un texte chiffré, vous pouvez en déduire de l'information sur le texte clair. D'accord ? Et donc, la question maintenant, c'est mais comment on compare ces différents systèmes ? À partir du moment où je peux déduire de l'information de l'observation du texte chiffré, et comment je vais pouvoir dire que certains systèmes sont plus sûrs que d'autres ? Et donc là, déjà, Shannon, dans son article, introduit cette notion de façon un peu implicite, en disant, ben voilà, la vraie notion en pratique qui va nous intéresser, c'est non plus une définition, un modèle de sécurité dans lequel l'attaquant a des ressources illimitées, mais cette fois-ci, on va se placer dans un contexte où on va limiter les ressources de notre attaquant. Donc on va supposer que notre attaquant, eh bien, il a par exemple une puissance de calcul limitée en temps. Il ne va pas pouvoir calculer plus longtemps que ce que lui permet la puissance actuelle de calcul mondial pendant 1 milliard d'années, par exemple. Il va avoir des ressources limitées en mémoire. Il ne va pas pouvoir stocker plus de bits qu'il y a d'atomes dans l'univers, par exemple. Et puis on peut aussi lui donner des ressources limitées en quantité de données qu'il va intercepter dans la communication. Et donc, une fois qu'on a limité ces ressources, eh bien, on va pouvoir vérifier, on va pouvoir analyser le système et on se demander s'il est sûr ou s'il n'est pas sûr. Et donc ça, c'est bien sûr la notion de sécurité pratique qui est celle qu'on utilise usuellement pour tous les systèmes sur lesquels on travaille, qui sont les systèmes qui sont utilisés en pratique, puisque par définition, aucun de ces systèmes n'est parfait. Et donc, ce que je vous disais dès le début, c'est que, bien sûr, le travail de Shannon ne s'arrête pas là. Le travail ce qui est intéressant, ce qui est aussi très différent, mais très précurseur dans ce fameux papier de 49, c'est que dans la deuxième partie, il se demande comment on fait pour construire un système de chiffrement qui ait une sécurité pratique, non pas parfaite, essayer de trouver des grands principes de conception. Et évidemment, il arrive tout de suite à l'observation suivante, qui est que comme on veut que notre système ait une bonne sécurité, ça veut dire qu'il faut que pour l'attaquant, le problème de décrypter un message, c'est-à-dire de retrouver le clair à partir du chiffré, il faut que ce soit un problème difficile. Et donc, il en déduit que concevoir un bon système de chiffrement, essentiellement, ça revient à identifier des problèmes difficiles. Et il écrit à l'époque, c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez inhabituel, parce que d'habitude, dans un domaine, on essaie plutôt de trouver des problèmes faciles, alors que là, pour faire de la cryptographie, on va chercher des problèmes difficiles. Donc, qu'est-ce qu'un problème difficile ? Alors, un problème difficile, en général, pour chacun d'entre nous, c'est un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Jim Massey, encore, avait une définition que j'aime beaucoup, qui dit un problème difficile, en général, c'est un problème sur lequel personne ne travaille. C'est une boutade, mais j'y reviens dans 3 minutes, vous allez voir, c'est pas si une boutade que ça. Alors évidemment, au XXIe siècle, on a tous une bonne idée là, dans la salle de ce qu'est un problème difficile, parce que y a des gens qui travaillent sur les problèmes difficiles, il y a une théorie qui a été bâtie autour des problèmes difficiles, et grâce à la théorie de la complexité, on sait tous à quoi ça ressemble un problème difficile. Alors voici un problème dont on ne sait pas s'il est difficile, mais dont on peut imaginer qu'il a une certaine difficulté. Mais ça, c'est l'énoncé d'un problème classique, sur lequel on pourrait avoir envie de fonder un système cryptographique. Étant donné le produit de deux nombres premiers, trouver ces deux nombres premiers. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un système cryptographique qui repose sur ce problème-là ?
Et est-ce que la tâche de l'attaquant qui revient à décrypter, à essayer de retrouver le texte clair à partir du texte chiffré, reviendrait à résoudre ce problème-là? Ben non. Si vous construisez un système cryptographique qui repose sur ce problème-là, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il ne va pas devoir résoudre le problème qui est en rouge, là. Il va devoir résoudre le problème qui est en vert. Il va avoir un grand nombre, celui-là, et on va lui dire, ce grand nombre est le produit de deux nombres premiers, trouvez-les. Mais vous voyez qu'il y a deux choses, pour la petite histoire, ça a été factorisé en 2010, vous voyez qu'il y a deux choses qui sont différentes, là. C'est ce que Jim Massey a appelé les problèmes rouges et les problèmes verts. Les problèmes verts, ben, c'est un problème qui est instancié, et vous avez un nombre, il faut le factoriser. Le problème rouge, ben, c'est autre chose. Un problème rouge, ce n'est pas la même chose qu'un problème vert. Un problème rouge, c'est un ensemble infini de problèmes verts. Et quand on doit casser un système, ce n'est pas un problème rouge qu'on doit résoudre, c'est un problème vert. Alors la théorie de la complexité nous dit des choses sur les problèmes rouges. Elle nous dit qu'il n'y a pas d'algorithmes qui ont une complexité de telle forme, qui permettent de résoudre tous les problèmes rouges. Mais en fait, quand vous êtes un cryptanalyste, ce n'est pas un problème rouge qui vous intéresse. C'est bien sûr le problème vert. Ce qui veut dire que, en fait, quand vous vous appuyez sur un problème dont vous pouvez démontrer qu'il est dans telle classe de complexité et qu'il est difficile, ça ne vous donne pas une preuve de sécurité sur votre cryptosystème. Pourquoi? Parce que votre cryptosystème, il est entièrement spécifié, la taille des nombres est spécifiée, et c'est pas, vous voyez, la complexité asymptotique, elle ne va rien vous dire sur votre système. Donc évidemment, si vous choisissez un problème qui est une instance d'un problème dont on sait qu'il est facile, c'est pas très bien parti. Par contre, le fait de choisir un problème difficile, au sens de la théorie de la complexité, le fait de choisir une instance d'un problème rouge, ne va pas vous donner une preuve de la sécurité de votre cryptosystème. La seule chose qui va vous donner une preuve de la sécurité de votre cryptosystème, alors ça ne sera pas une preuve, mais qui va vous donner un argument de sécurité, c'est qu'il y a des gens qui vont essayer de prendre le problème vert, qui vont essayer de prendre ce nombre-là, et ils vont essayer de le factoriser. Et s'il y a beaucoup de gens qui essayent et qui mettent beaucoup de moyens pour essayer de factoriser ce nombre et qu'ils n'y arrivent pas, on va sans doute pouvoir en déduire qu'il y a des chances que ce problème soit difficile. Par contre, ce n'est pas le résultat de complexité, au sens de la théorie de complexité sur le problème rouge, qui va vous dire si c'est difficile de casser le système ou pas. Et c'est là que la phrase de Massey n'est pas qu'une boutade, parce que le fait de s'appuyer en cryptographie sur des problèmes qui sont des problèmes NP durs, qui appartiennent à des classes bien connues en théorie de la complexité, on a envie de dire que ça nous donne des arguments de sécurité, on construit des systèmes qui reposent sur des problèmes comme ça, mais ça a un effet souvent pervers, parce que comme tout le monde est convaincu que ce sont des problèmes difficiles, en fait, personne n'essaie de casser, n'essaie de résoudre les instances particulières de ces systèmes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, si vous avez des problèmes comme les problèmes qu'on utilise actuellement basés sur les réseaux euclidiens, sur lesquels on a des résultats de complexité qui sont solides, quand on fait de la cryptographie là-dessus, en général, comme tout le monde pense que les problèmes sont difficiles à résoudre, personne n'essaie de concevoir des algorithmes qui permettent de résoudre des instances particulières des systèmes. Et donc, on est un peu dans le brouillard sur la sécurité de ces systèmes. Donc tout ça pour dire qu'en fait, vous voyez que la théorie de la complexité ne nous a pas apporté tant de choses que ça. Ça nous a apporté, disons, une intuition sur les problèmes qu'on pourrait utiliser, mais ça ne nous a pas apporté tant de choses que ça par rapport à Shannon. Et dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait quand on veut avoir des systèmes performants? Eh bien, en général, on revient au grand principe du papier de 49. Alors, pour vous donner un petit exemple, je vais essayer de vous expliquer comment on fait actuellement pour construire un chiffrement par bloc. Alors, qu'est-ce que c'est un chiffrement par bloc? L'idée est très simple. Une des choses qui est compliquée quand on construit un système de chiffrement, c'est qu'il faut chiffrer des messages dont la taille est quelconque. Et donc, faire une fonction qui s'applique sur une entrée de taille quelconque, en général, c'est pas très facile. Et on a un peu du mal à raisonner mathématiquement sur des objets comme ça. Donc en fait, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est dire on commence par faire une fonction qui chiffre des entrées de taille fixe, et ensuite on va spécifier ce qu'on appelle un mode opératoire qui va expliquer comment on applique successivement la fonction à des blocs de taille fixe.
Et donc, le premier travail, quand on fait un algorithme de chiffrement, assez souvent, c'est de faire ce qu'on appelle un chiffrement par bloc, c'est-à-dire une fonction de chiffrement, mais qui ne s'applique que sur des blocs dont la taille est fixe et bien spécifiée. Usuellement, on utilise des blocs de 128 bits, donc 16 octets de messages. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va définir une famille de fonctions qui va opérer sur des messages de n bits avec une clé qui a une certaine longueur, k bits, typiquement, ça sera aussi 128. Donc, qu'est-ce que ça veut dire définir une fonction qui opère sur des messages de n bits avec une clé de k bits? Ça veut dire qu'on est en train de considérer 2 puissance k permutations, 2 puissance k fonctions, donc le nombre de fonctions de chiffrement, il est défini par le nombre de clés, 2 puissance k permutations de l'ensemble des mots de n bits, de l'ensemble des entiers entre 0 et 2 puissance n-1. Et donc, définir cette fonction de chiffrement, c'est sélectionner ces 2 puissance k permutations parmi toutes les permutations possibles de l'ensemble. Et donc là, vous voyez que ce qu'on est en train de faire, c'est sélectionner un tout petit nombre avec les paramètres que j'ai donnés, k et n égale à 128. Ça veut dire qu'on est en train de sélectionner 2 puissance 128 permutations parmi les 2 puissance 135 permutations possibles des mots de 128 bits. Donc on est en train de choisir un tout petit nombre de permutations parmi un nombre énorme. Et qu'est-ce qu'on demande? Eh bien, on demande que les permutations qu'on soit en train de choisir comme ça soient impossibles à distinguer statistiquement de permutations qui ont été choisies au hasard parmi les 2 puissance 135 permutations possibles. Donc, il faut qu'elles se comportent comme des permutations aléatoires, si vous voulez. Le problème, et c'est là qu'est le paradoxe, c'est qu'on sait que si vous choisissez au hasard une fonction booléenne de 128 bits, eh bien, sa complexité, en termes de complexité de circuit, la taille du plus petit circuit qu'on va pouvoir construire pour l'implémenter, eh bien, elle va avoir besoin d'un nombre, elle va avoir un nombre de portes qui est de l'ordre de 2 puissance 128 divisé par 128. Là aussi, c'est un résultat de Shannon d'un autre papier de 49, celui sur la complexité des circuits. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je choisis une permutation au hasard parmi toutes les permutations possibles des mots de 128 bits, je vais être incapable de l'implémenter. Donc, en fait, les permutations, comme moi, les permutations que je vais choisir, c'est des permutations que j'ai besoin d'implémenter. Forcément, ça ne va pas être des permutations choisies au hasard. Elles ont forcément déjà une propriété distinguante, qui est le fait qu'on puisse les implémenter, qui est quelque chose qui est très rare pour les permutations de 128 bits. Donc, vous voyez qu'il y a une contradiction déjà sous-jacente quand on pose le problème. Et là, vous voyez un petit peu quelle est, en pratique, intuitivement, quelle est la difficulté de la tâche du cryptographe. C'est qu'à la fois, on a une notion de sécurité à respecter, mais on a aussi des problèmes d'implémentation. Il faut que nos fonctions soient implémentables. Sinon, si c'est pour faire de la cryptographie qui met des heures et des heures, ça ne sert absolument à rien. Donc vous voyez qu'on a toujours ce compromis entre performance et sécurité qui va être extrêmement important, et il apparaît là dès que vous posez le problème. Alors comment on fait pour résoudre ça? Eh bien, pour résoudre le problème d'implémentation, pour réduire la complexité en nombre de portes logiques pour implémenter notre fonction, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser une fonction qui est assez simple, qui s'implémente bien, et puis on va l'itérer un certain nombre de fois. Donc c'est ce que vous avez aussi ici sur ce dessin. La plupart des chiffrements qu'on va considérer, c'est des chiffrements qu'on appelle itératifs. Ça veut dire que vous partez du texte clair, vous lui ajoutez une quantité secrète ici. Donc ça, c'est une sous-clé, c'est une clé qui est dérivée à partir de la clé de chiffrement. Et puis vous appliquez une permutation, vous rajoutez un morceau, une deuxième quantité secrète, qui peut être la même d'ailleurs, et vous réappliquez une permutation et vous itérez ça un certain nombre de fois. Et bien sûr, vous allez utiliser ces permutations ici. Pour ces permutations, vous allez utiliser des fonctions qui en général sont les mêmes, ou bien qui vont varier d'une constante. Alors pourquoi on fait ça? Évidemment pour des raisons d'implémentation, parce que vous allez juste avoir besoin d'implémenter le circuit qui réalise cette fonction-là, et pas le circuit qui réalise l'ensemble de toutes les itérations de la fonction. Et puis une deuxième raison évidente, c'est que si vous voulez donner des arguments de sécurité, ça va être beaucoup plus facile mathématiquement de traiter le cas où on itère une même fonction que le cas où vous êtes en train de composer des fonctions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc c'est comme ça qu'on réalise un système. Tous les chiffrements par bloc sont réalisés de cette façon-là, en itérant une certaine permutation. Et donc la question, c'est maintenant comment fait-on, comment choisit-on cette permutation ici qu'on va itérer dans le chiffrement. Et là, Shannon nous dit, bien voilà, pour un bon système de chiffrement, il doit réaliser deux choses, la diffusion et de la confusion.
Qu'est-ce que c'est la diffusion? La diffusion, ça nous dit que la structure statistique du texte clair doit être dissipée dans tout le long du chiffrement. Autrement dit, la façon de traduire ça maintenant, avec la terminologie moderne, dirait qu'il faut que chaque bit du clair, chaque bit de clé influence chacun des bits du chiffré. Ça doit être vrai pour le déchiffrement aussi. Et puis, la deuxième notion qu'a introduit Shannon, c'est la confusion, qui est très différente. La confusion, ça nous dit que la confusion sert à rendre très complexes les relations qui existent entre le clair, le chiffré et la clé. Autrement dit, le lien entre le texte clair et le texte chiffré et la clé, ces liens doivent être trop compliqués pour pouvoir être exploités par un attaquant. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Ça veut dire qu'il va falloir que le degré, si vous écrivez votre texte chiffré comme une équation en les bits du texte clair et les bits de la clé, il va falloir que ce soit une équation qui a un degré élevé pour qu'il soit impossible pour un attaquant de résoudre un système polynomial de petit degré, par exemple. Donc c'est un des exemples que donne Shannon sur la confusion. Et donc c'est exactement ce qu'on fait à l'heure actuelle. On dit, ben voilà, la fonction de chiffrement la fonction qu'on va itérer dans notre chiffrement par bloc, c'est une fonction qu'on décompose en deux morceaux. Une partie qui va être une partie qui sert à faire de la confusion. On l'appelle usuellement une substitution non linéaire. Non linéaire parce que ce qui fait de la confusion, c'est typiquement ce qui fait monter le degré, ce qui casse les structures algébriques, donc ça doit être quelque chose qui est non linéaire. Et puis une deuxième partie qui fait de la diffusion. La diffusion, donc ça diffuse l'information des bits du clair et de la clé vers tous les bits du chiffré. Et alors cette partie-là, elle peut être linéaire, puisque la non-linéarité, elle est assurée par la partie de confusion. Donc on va découper notre fonction itérée en deux parties, une partie de substitution non linéaire et une partie de diffusion linéaire. Alors la partie de diffusion linéaire, en général, elle ne pose pas trop de problèmes à implémenter, parce que c'est linéaire, ça ne s'implémente pas trop mal. Par contre, implémenter une fonction sur 128 bits, une fonction qui est non linéaire, c'est quelque chose qui coûte très cher et qu'on ne va pas pouvoir faire comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait en pratique? On la découpe en morceaux. On la découpe en morceaux. Typiquement, vous allez découper votre fonction qui est non linéaire qui opère sur 128 bits en 16 petites fonctions qui peuvent être identiques, qui opèrent sur un seul octet. Et donc ça, c'est exactement ce qui est fait dans le standard actuel, l'AES, qui a été standardisé en 2000 ou 2001. Eh bien, l'AES, il opère sur 16 octets, et donc sa couche de confusion, sa couche non linéaire, eh bien, elle consiste en 16 applications en parallèle de la même petite fonction S, on appelle ça une boîte S en cryptographie, qui opère sur 8 bits, sur un octet. Donc maintenant, la question, c'est comment fait-on pour choisir ces fameuses fonction, cette petite boîte S non linéaire, et puis cette grande fonction linéaire qui sert à diffuser l'information. Et donc les techniques qu'on utilise actuellement pour choisir ces fonctions, pour donner des arguments de sécurité, consistent à regarder les grandes familles d'attaques connues et à démontrer que ces grandes familles d'attaques ne s'appliquent pas sur le système qu'on est en train de concevoir. Parmi les grandes familles d'attaques, la plus connue, sans doute, c'est la cryptanalyse différentielle, qui date des années 1990, et dont le principe est assez simple. L'idée pour distinguer votre fonction de chiffrement d'une permutation aléatoire, ça va être de considérer deux entrées dont la différence est fixée. Donc vous vous fixez la différence en entrée, ici, à vos petits a. Et la question, c'est maintenant, il faut regarder la différence entre les images de ces deux entrées. Et la question, c'est quelle est la valeur de cette différence. Si la permutation que vous êtes en train de regarder, c'est une permutation aléatoire, donc la différence en entrée, bien sûr, est non nulle, eh bien, pour une permutation aléatoire, la différence en sortie va pouvoir prendre toutes les valeurs avec la distribution uniforme, à part la valeur 0, bien entendu. Et donc, on va avoir envie, nous, que notre fonction de chiffrement, elle se comporte comme une permutation aléatoire. Autrement dit, quand vous vous fixez une différence non nulle en entrée, on va vouloir que la différence qu'on va observer en sortie prenne toutes les valeurs non nulles possibles avec une probabilité qui soit proche de la probabilité uniforme. Et donc le critère qu'on va utiliser pour notre fonction de chiffrement, c'est celui-là. Alors en fait, comme on ne va pas, en général, pas être capable de démontrer des choses pour toutes les clés, on va faire une moyenne sur les clés. Donc on va regarder la probabilité sur les entrées et sur les clés, que la différence en sortie soit égale à B, sachant que la différence en entrée était égale à petit a. Et on va vouloir que ça
c'est le maximum sur toutes les valeurs de A et de B non nulles, donc de différence en entrée et en sortie, soit toujours le plus petit possible. Alors si on regarde ce qui se passe là dans notre petit système de chiffrement, vous vous souvenez, on a nos boîtes S, nos fonctions non linéaires, une fonction linéaire, encore à nouveau les boîtes S, et on itère ça. Donc là, j'ai fait que 2 tours, hein, le premier étage non linéaire, un étage linéaire, l'addition de clés, et à nouveau le premier étage non linéaire. Et donc la question, c'est, voilà, je me pose cette question de cryptanalyse différentielle, je vais prendre 2 entrées qui diffèrent d'une différence qui est fixée, que j'appelle petit a, et puis je vais regarder quelle est la différence en sortie, ici, du deuxième tour, et je vais regarder la probabilité que cette différence soit égale à petit d. Alors en fait, je vais simplifier un peu la vie. Je vais regarder la probabilité qu'en entrée, j'ai une différence petit a, puis qu'après le premier étage de boîte S, j'ai une différence b. Si j'ai une différence b, ici, comme cette fonction est linéaire, je vais avoir une différence L de B avec probabilité 1 en sortie de la fonction linéaire, et ensuite, je vais regarder la probabilité que j'ai une différence D ici. Donc si on regarde ce qui se passe sur juste un étage, ce qui se passe à travers la fonction linéaire, c'est simple, puisque c'est linéaire. Ce qui se passe juste sur un étage de fonction non linéaire, ici, la probabilité que, étant donné que j'ai une différence petit a en entrée de cet étage, j'ai une différence petit b en sortie, eh bien, évidemment, comme mes applications de mes fonctions S, mes petites fonctions sont indépendantes les unes des autres, c'est bien sûr le produit des probabilités de ce qui se passe sur chacune des petites fonctions. Et maintenant, quand on regarde ce qui se passe individuellement sur chacune des petites fonctions S, il peut se passer 2 choses différentes. La première chose simple, c'est le cas où la différence en entrée, c'est 0. Ça veut dire que je suis en train de regarder 2 fois la même entrée, je prends l'image par S, et je regarde la différence en sortie, bah oui, ça va être 2 fois la même sortie, donc la différence en sortie, elle est nulle avec probabilité 1. Donc le cas où j'ai un 0, ici, une différence 0 en entrée, bah, va me dire qu'avec proba 1, je vais avoir 0 en sortie. Par contre, si je n'ai pas 0 en entrée, eh bien là, cette fois-ci, je vais avoir une probabilité qui sera souvent différente de 1, on espère différente, strictement inférieure à 1, que je propage une certaine différence AI en une différence B. Donc qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que ce produit de probabilité, la probabilité qu'on propage la différence A vers la différence B à travers cet étage de boîte S, en fait, elle va être bornée par cette quantité ici. Donc cette quantité, c'est la probabilité maximale d'une propagation de différence non nulle à travers la petite fonction S, et c'est élevé à un certain exposant, et cet exposant, c'est exactement le nombre de composantes du vecteur qui sont non nulles. Donc le poids de Hamming, si vous voulez, de ce vecteur B ou du vecteur A, hein, c'est le même, où ce poids est défini comme le nombre d'éléments de m bits, m étant la taille des boîtes S, qui sont non nulles. Et donc si maintenant je regarde, donc ça c'était pour un tour, si je regarde ce qui se passe pour 2 tours, je vais simplement effectuer le produit de ces probabilités. Donc ce qui se passe pour 2 tours, c'est le produit de ce qui se passe pour un tour. Donc au premier tour j'ai une différence A et je veux sortir avec une différence B. Et puis au deuxième tour, en entrée j'ai une différence L de B, où L c'est l'étage linéaire, et je regarde la différence en sortie petit d. Et donc pour le premier tour, on a vu qu'on obtenait comme borne le fait que cette probabilité-là est inférieure ou égale à la probabilité de transition maximale à travers la boîte S puissance le poids de B. Et pour le deuxième tour, on a exactement la même chose. Ça va être borné par la même probabilité de transition maximale à travers la boîte S puissance, cette fois-ci, le poids de Hamming de D ou le poids de Hamming de LB. Donc vous voyez qu'on a cette borne-là qui va nous donner une borne supérieure sur la probabilité de la meilleure propagation d'une différence, ce qu'on appelle un chemin différentiel, sur 2 tours de 2 itérations de notre schéma de chiffrement. Et donc évidemment, quand vous êtes un concepteur d'un système, eh bien, vous allez vouloir choisir votre fonction L et votre fonction S de façon à minimiser ça, parce que ça va vous donner une borne, ça va vous dire, quel que soit le chemin différentiel que je vais considérer sur 2 tours de mon chiffrement, je sais qu'il n'arrivera jamais avec une probabilité supérieure ou égale à cette borne. Donc on va minimiser la borne. Donc pour minimiser la borne, il y a 2 façons de faire. Hein. On va minimiser la valeur P de S, celle-là, elle ne dépend que de la fonction non linéaire S, et on va en même temps maximiser l'exposant qui est ici. Alors, comment on fait pour maximiser l'exposant? L'exposant, il ne dépend que de la fonction linéaire,
et la probabilité ici, elle dépend que de la fonction S. Comment on va faire pour maximiser cet exposant? Regardons ce que c'est que cet exposant. Vous avez une fonction, L, qui est une fonction dont on peut dire, on peut identifier l'alphabet de notre fonction S à un corps fini, à 2 puissance m éléments. Donc je vais dire que cette fonction, elle opère sur t éléments du corps fini à 2 puissance m éléments. Et donc qu'est-ce que je veux minimiser? Mon exposant, c'était le poids de Hamming d'une certaine entrée x, plus le poids de Hamming de L de x, de son image par L. Donc je vais essayer de minimiser ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est exactement la distance minimale d'un code, le code qui est défini ici, donc le code qui est défini par l'ensemble des couples x, L de x, où x prend toutes les valeurs d'entrée possibles. Donc ça, je peux le voir comme un code, qui n'est pas forcément linéaire si ma fonction L n'est pas linéaire sur le bon alphabet. Donc c'est un code, il est constitué de... Donc il y a l'entrée x, elle a t blocs de m bits. La sortie L de x, elle a aussi t blocs de m bits, donc je peux le voir comme un code qui a une certaine longueur qui est 2t, qui va avoir une taille qui est 2m puissance t. Je peux le voir comme un code sur f2 puissance m. Il a une certaine distance minimale, et je sais par la borne de Singleton que sa distance minimale, elle ne peut pas dépasser 2t moins t plus 1, c'est-à-dire t plus 1. Et cette borne, elle est atteinte, évidemment, si le code en question, c'est un code MDS. Et bien voilà. Voilà la fonction de diffusion qui est utilisée dans le standard de chiffrement qui est l'AES. Cette fois-ci, on travaille sur des blocs de 4 éléments de f2 puissance 8. Et donc, ma fonction de diffusion, ça va être la fonction qui est définie par cette matrice. Et cette matrice, elle a la bonne propriété que si je regarde le code formé par la matrice identité 4 par 4, concaténé avec M, et ben c'est exactement la matrice d'un code MDS sur f2 puissance 8. Vous voyez qu'elle est circulante, ça c'est simplement choisi pour que ça soit agréable quand on l'implémente. Voilà comment on choisit une matrice de diffusion, la partie linéaire. Maintenant la partie non linéaire, cette fameuse fonction S, vous vous souvenez, notre borne, qu'est-ce que c'était? C'était, je l'ai remise ici, c'était la plus grande probabilité de transition qu'on pouvait avoir pour les différences à travers notre fonction non linéaire, et l'exposant, c'était la fameuse distance minimale du code qu'on vient de voir. Donc comment on fait pour minimiser, maintenant qu'on a maximisé l'exposant, comment on va faire pour minimiser cette valeur-là? Qu'est-ce que c'est cette valeur? Donc on va regarder notre fonction S, et on regarde toutes les équations pour A et B fixées de la forme S de x plus A moins S de x égale B. D'accord? On regarde toutes les valeurs de A et B étant non nulles. Et on regarde combien il y a de solutions à cette équation. Et donc ce qu'on cherche, nous, c'est le nombre maximum qu'il peut y avoir, le nombre maximum de solutions d'une équation de ce style. Alors, en général, en cryptographie, on représente ça, comme une table. Vous avez toutes les valeurs de A qui sont ici, toutes les valeurs de B qui correspondent aux différentes colonnes. Et ce que vous avez à l'intersection entre chaque ligne et chaque colonne, c'est le nombre de solutions d'une telle équation. Alors vous remarquez dans cette table que le nombre de solutions est toujours pair. Pourquoi? Parce qu'en général, la différence que je vais utiliser, c'est une différence qui est définie, je suis en train de travailler sur un espace vecteur réel sur le corps à 2 éléments, et donc ma différence, en fait, c'est un plus, c'est un plus dans f2 puissance n. Donc là, j'ai mis des moins pour ne pas vous embrouiller quand je parle de différence, mais cette différence, c'est un plus, ce qui veut dire que quand vous avez une solution petit x à cette équation, x plus a est également une solution. Donc il y a toujours un nombre pair de solutions à cette équation, ce qui nous fait dire que le nombre maximum de solutions le nombre maximum de solutions d'une équation de ce type, il sera toujours supérieur ou égal à 2, puisqu'il est pair. Et donc les fonctions pour lesquelles, dans notre table, dans la table que je viens de présenter, vous n'avez que des 0 et des 2, c'est des fonctions particulières, qui sont des fonctions optimales, c'est celles qui vont nous garantir que cette probabilité de transition des différences est la plus petite possible. C'est des fonctions qu'on appelle APN, presque parfaitement non linéaires. Donc ça, c'est un résultat de Kaiser-Nyberg et Lars-Knudsen, et donc, qui démontre que ce paramètre qui nous intéresse en cryptographie, c'est au moins 2. C'est une valeur paire qui est au moins 2. Et donc, il existe des fonctions qui ont ce delta S, ce nombre caractéristique pour lesquelles ce delta S est exactement égal à 2. Malheureusement, ces fonctions, on sait en construire, mais la plupart d'entre elles sont des fonctions qui opèrent sur un nombre impair de variables.
Et ça, dans la vraie vie, les fonctions qui opèrent sur un nombre impair de variables, c'est pas très agréable parce que dans la vraie vie, on manipule des octets, des mots de 4 bits, des mots de 16 bits, des mots de 32 bits, mais pas trop des mots de 7 ou des mots de 5 bits. Et le problème, c'est que sur un nombre pair de variables, qui est le cas qui nous intéresse en pratique, on sait construire ces fameuses fonctions qui ont delta égale 2, mais ce n'est pas des permutations. Et pendant très longtemps, on a conjecturé qu'en fait, il n'y avait pas de permutation qui avait cette valeur de delta égale à 2. Ça a été conjecturé jusqu'en 2009, où John Dillon a pour la première fois trouvé une permutation avec delta égale 2, et qui est une permutation qui opère sur 6 variables. Et depuis 2009, personne n'a été capable d'en trouver une autre, à part celles qui sont trivialement équivalentes à celles-là, hein, celles comme vous rajoutez une constante. Et donc en particulier, le problème de l'existence de permutations avec delta égale 2 pour un nombre de variables paires supérieur ou égal à 8 est un problème qui est toujours ouvert. Et ça fait peut-être partie de ces problèmes difficiles dont Jim Massey dit qu'ils sont tellement difficiles que personne ne travaille dessus. Mais c'est un problème qui n'est pas simple, sur lequel on n'a pas beaucoup progressé depuis 2009. Et donc, comme on ne sait pas faire, qu'est-ce qu'on fait? Dans la pratique, comme on ne sait pas trouver des permutations sur un nombre pair de variables qui ont delta égale 2, on passe à la valeur de delta suivante. Donc la meilleure valeur de delta suivante quand on ne sait pas faire delta égale 2, c'est delta égale 4. Et donc on va chercher des permutations sur un nombre pair de variables qui sont telles que dans la table des différences que je vous ai montré tout à l'heure, il n'y a que des 0, des 2 et des 4. Et ça, on en connaît quelques-unes. En fait, pas tant que ça, hein, mais les familles qu'on étudie qui sont plus agréables à étudier, c'est les familles de fonctions puissance sur des corps finis. Quand vous définissez votre fonction S comme une puissance sur F2 puissance M, pourquoi c'est agréable Bon, il y a des tas de raisons mathématiques pour lesquelles c'est agréable à étudier, et une des raisons pour ceux qui connaissent, c'est que en fait, c'est étudier les propriétés de delta pour ces fonctions-là, ça va revenir à étudier la distance minimale de certains codes cycliques et du dual du code cyclique. Et donc là, on a tout ce qu'il faut, on a notre arsenal pour étudier ça. Et donc en fait, on en connaît 4 grandes familles de fonctions puissances qui ont la bonne propriété. Le delta égale 4. Vous les avez ici, ça c'est les valeurs des exposants. Et donc vous voyez le lien avec les codes cycliques, hein, vous voyez des noms qui doivent vous parler. Il y a Kazami qui arrive ici. Gold, parce que c'est aussi le problème équivalent, c'est les mêmes exposants que celles des séquences de Gold. Et donc ici, Lashow-Wolfman, pareil, c'est le code de Mélas en fait qui arrive là. Et cet exposant, c'est le seul qu'on connaisse pour lequel on ait une permutation avec delta égale 4 quand M est un multiple de 8. On n'en connaît pas d'autres. Et donc, dans le cas de l'AES, comme on avait besoin de boîtes S qui opéraient sur des octets, c'est celui-là qui a été utilisé. Donc, en résumé, si on regarde l'AES, hein, c'est le standard de chiffrement par bloc qui a été défini en 2001. Il a été conçu par des collègues belges à la fin des années 90. Et donc, je vous ai dit, il opère sur des blocs de 128 bits, donc 16 octets avec des clés de 128 bits. Il itère 10 fois la même fonction. Cette fonction, elle est composée d'un étage de confusion, donc c'est 16 fois la même petite fonction elle opère sur F2 puissance 8. Et cette petite fonction, c'est rien d'autre que cette fonction x puissance 254, ça c'est l'inversion dans le corps fini F2 puissance 8, suivie par une fonction linéaire pour casser un peu la structure. Et donc c'est la seule qu'on connaisse qui est ce fameux delta égale 4. Et puis l'étage linéaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est juste une permutation des octets, et c'est suivi par 4 applications en parallèle de cette fameuse fonction qui est définie par un code MDS. Et donc grâce à ça, si on revient à ce que je disais au début, quand vous regardez la probabilité qu'on peut avoir pour le meilleur chemin différentiel sur simplement 2 itérations de la fonction, et bien, ça c'est la borne que j'avais tout à l'heure. Vous voyez le delta S qui dans notre cas est 4, divisé par la taille de la fonction S qui est 2 puissance 8, donc ici on a 2 puissance moins 6, et ça élevé à l'exposant la distance minimale du code qui est 5, puisqu'on avait un code MDS de longueur 8 et de dimension 4, et donc on obtient une borne qui est 2 puissance moins 30. Donc la probabilité du meilleur chemin différentiel sur 2 tours, c'est 2 puissance moins 30. Il y a 10 tours dans l'AES, donc on peut élever ça à la puissance 5, ça fait 2 puissances, en supposant que les choses sont indépendantes, ce qui n'est pas le cas.
mais on ne sait pas faire autrement. Si tout se passe bien et que les tours sont indépendants, on va avoir une probabilité maximale sur les 10 tours qui va être de 2 puissance moins 150. Et 2 puissance moins 150, pour réussir à utiliser ça, la complexité de l'attaque, c'est l'inverse de la probabilité ici. Donc le nombre de couples clairs chiffrés qu'il va falloir avoir pour attaquer le système, ça va être 2 puissance 150. Or, le nombre d'entrées possibles, c'est 2 puissance 128, donc ça ne va pas être possible. Donc ça, c'est une façon de se mettre à l'abri de cette attaque différentielle, vous voyez, en choisissant ce delta et cette distance minimale, de telle sorte que la borne ici va nous garantir qu'on est immunisé contre les attaques différentielles. Donc pour conclure, ce que j'ai essayé de vous montrer là, c'est que vous voyez que toutes ces techniques de théorie de l'information au sens large, que ce soit de la combinatoire, ce qui vient de la théorie des codes, finalement, ça apparaît encore beaucoup dans ce qu'on est en train de faire actuellement dans les systèmes qui sont utilisés, les systèmes de chiffrement qui sont utilisés en pratique. Souvent, on a tendance à réduire un peu le rôle de Shannon dans la cryptographie au fameux théorème de Shannon qui dit que l'entropie de la clé doit être supérieure ou égale à l'entropie du message si on veut une sécurité parfaite. En fait, vous voyez que le rôle de Shannon, il a été beaucoup plus important que ça, et il a eu beaucoup plus de répercussions sur la cryptographie moderne. Maintenant, il y a encore plein de problèmes à résoudre, qu'on ne sait pas résoudre. Un des premiers problèmes, c'est que vous voyez dans ce que je vous ai montré, il y a un certain nombre de structures mathématiques qui sont assez lourdes. Par exemple, on fait un code MDS, donc on est obligé d'utiliser un corps qui n'est pas trop petit pour que les codes MDS existent. Et ça, à implémenter, c'est un peu cher. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où on a besoin de plus en plus de devoir implémenter de la cryptographie sur des choses qui sont très petites. Et en particulier, on a besoin que la cryptographie consomme très peu d'énergie. Donc vous utilisiez très peu de portes logiques. Quand votre cryptographie elle est utilisée pour transmettre les informations de votre pacemaker aux appareils de votre médecin, évidemment, vous n'avez pas envie que la cryptographie vide la batterie du pacemaker. Donc il faut que ça, c'est ce qu'on appelle la cryptographie à bas coût. On essaie de faire la même chose maintenant, mais que ça coûte vraiment beaucoup, beaucoup moins cher. Et là, c'est vraiment des problèmes ouverts de voir comment on peut affaiblir ces structures combinatoires qu'on connaît bien, nos codes MDS, de voir comment on peut les affaiblir en ayant des propriétés d'implémentation qui soient très, très bonnes et en gardant une sécurité correcte. Et puis la deuxième question qui est un tout petit peu liée, c'est que vous voyez que quand on fait ce que je viens de vous présenter, on introduit des structures mathématiques qui sont très très fortes dans notre système de chiffrement. Je vous dis, on choisit une fonction non linéaire, je ne choisis pas n'importe laquelle, je choisis l'inversion dans le corps fini à 2 puissance 8 éléments. Et quelque part, quand on est cryptographe ou qu'on fait ça, ça fait un petit peu peur, parce qu'on voit qu'on introduit une structure mathématique forte. Vous voyez que l'inversion dans F2 puissance 8, c'est quelque chose qui a des tas de propriétés, en plus des propriétés que moi j'ai souhaitées. Ça a des tas de propriétés algébriques et on a peur d'ouvrir des brèches, d'ouvrir la porte à d'autres faiblesses, à d'autres types d'attaques. Et ce qui est vraiment passionnant dans ce domaine-là, c'est que quand vous introduisez, comme je viens de le faire, des structures mathématiques fortes dans votre système de chiffrement, eh bien, quelque part, vous introduisez la possibilité de tas de nouvelles attaques qui utilisent des nouvelles propriétés algébriques des composantes que vous avez mises. Et donc, on est toujours en train de se demander si ce n'est pas plus ou moins dangereux. Et ce que mon collègue Lars Knudsen a résumé par la phrase intraduisible comme ça, donc what is provably secure is probably not, parce que forcément, vous avez introduit de la structure dans votre système, et qu'en général, quand on introduit de la structure dans un système cryptographique, ça peut s'avérer assez dangereux. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Oui, je voudrais revenir sur, dans le début de votre présentation, quand vous mettez les conditions sur les probabilités entre probabilité de connaître le message clair, connaissant le chiffré, en fait, c'est une propriété d'indépendance. Oui. Et si je me reporte à votre slide 22, sur la diffusion, si vous pouvez m'expliquer, ça me paraît un peu contradictoire, parce que vous dites que chaque bit de texte clair doit influencer le bit du chiffré. Or, on veut l'indépendance. Est-ce que l'indépendance vient de la substitution, de la confusion, et quel est le rôle du linéaire là-dedans et de la diffusion? C'est deux choses différentes. En fait,
ici, on est en train de travailler sur des blocs. Donc vous avez une entrée de n bits vers n bits. D'accord? Il est évident que quand vous prenez une permutation aléatoire, si vous prenez deux entrées x et x', par exemple, qui ne diffèrent que de ce bit-là, et que vous regardez les sorties, vous allez voir que les sorties vont différer d'à peu près la moitié des bits. Si vous êtes dans une configuration, par exemple, où ce bit n'influence pas une grande partie des autres bits, forcément, ça ne va pas se comporter comme une permutation aléatoire. Donc vous avez vraiment besoin d'avoir une influence. Quand vous construisez un chiffrement comme ça par bloc, vous avez vraiment besoin d'avoir de diffuser l'information de votre texte ou de la clé, encore pire, vers toutes les sorties. Oui, mais si vous faites ça, vous tuez l'indépendance, là. Oui, alors l'indépendance... bon, de toute façon, ici, on n'est quand même pas dans le même... Je réfléchis par quel bout je vais le... Faut que je réfléchisse pour vous répondre proprement. Je vous réponds après la pause, parce que là, je vais... Entendu, merci. Ça ne va pas être clair. Il y a une autre question. Ce que vous nous avez montré repose sur la structure des calculateurs actuels. Je me pose la question de savoir quelle aurait la tête des problèmes difficiles dans l'avènement d'un calculateur quantique. Ah. Alors, on a des candidats, donc en fait, on ne sait pas grand-chose. On sait quels sont les problèmes qu'on aime bien utiliser d'habitude en cryptographie, comme la factorisation ou le logarithme discret. On sait que ceux-là, ils sont plus difficiles, ils perdent leur caractère difficile pour un ordinateur quantique. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe pour les autres problèmes qu'on a envie, qu'on utilise d'habitude en cryptographie asymétrique. Donc qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il y a la résolution d'équations multivariées, par exemple, les équations de degré 2. Il y a tout ce qui est basé sur les problèmes de décodage, décoder un code linéaire. Et puis la troisième catégorie de problèmes, c'est des problèmes qui sont liés à la recherche de plus courts vecteurs dans un réseau euclidien. Sur ces trois catégories de problèmes, a priori, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de résultats directement de théorie de la complexité. Et c'est des choses sur lesquelles on a des recherches en cours. Même pour la cryptographie symétrique, on ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on sait que la recherche exhaustive de la clé avec un ordinateur quantique, vous allez pouvoir la faire avec une complexité qui est en racine de la complexité habituelle avec l'algorithme de Grover. Par contre, la cryptanalyse différentielle dont j'ai parlé, on ne sait pas à quel point vous allez pouvoir l'accélérer. Donc, par exemple, on ne sait pas si les meilleures attaques avec un ordinateur classique vont devenir les meilleures attaques avec un ordinateur quantique ou pas. Donc, c'est des recherches qui sont en cours. Il y a plein de foisonnement en ce moment sur ça, et en particulier, il y a un appel sur de la standardisation d'algorithmes de chiffrement en ce moment lancé par les Américains pour résister à un ordinateur quantique. Et ça, c'est un des critères des recherches qui sont faites autour de ce projet-là, c'est d'essayer de regarder s'il y a des algorithmes quantiques qui permettent de résoudre ces problèmes difficiles. Donc pour le moment, juste pour faire simple, on ne sait pas répondre, et les choses sur lesquelles on est en train de travailler, bien sûr, c'est les fameux problèmes difficiles qu'on utilise d'habitude en cryptographie. Je voulais poser la même question, donc merci de l'avoir posée. J'ai une autre question qui est plus historique, plus culturelle. Est-ce que ce que vous nous avez exposé révèle le contenu entier du travail de Shannon de 49 ou seulement la partie déclassifiée? La partie déclassifiée. Et est-ce que depuis, ça a été totalement déclassifié? Ça,
Alors, je pense, mais je ne suis pas sûre, parce qu'on dit que c'est la version déclassifiée, le papier de 49. J'ai jamais eu sous les yeux le papier de 45. Donc, moi, je pense que c'est la version d'origine. Alors, quelles sont les différences? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le titre a changé. Parce que le titre du rapport de 45, c'est A Mathematical Theory of Cryptography. Et c'est devenu Communication Theory of Secrecy Systems, ce qui n'est pas le même titre. Mais je ne sais pas. Je peux pas, historiquement, je ne peux pas vous répondre. Merci en tout cas. Merci. Pas de questions. Je propose de remercier Anne Canto.